Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Pour commencer tout de suite, on va évoquer la République démocratique du Congo avec le début des opérations d'envergure contre les groupes armés dans l'est du pays. Ce sera avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'armée congolaise a annoncé jeudi à Béni, c'est dans le Nord Kivu, avoir lancé des opérations d'envergure en vue d'éradiquer les groupes armés nationaux et étrangers actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis un quart de siècle, les forces armées de la RDC, les FARDC, ont lancé depuis la nuit de mercredi à jeudi des opérations d'envergure pour éradiquer tous les groupes armés locaux et étrangers qui écument l'Est du pays et déstabilisent la région des Grands Lacs. C'est ce qu'a déclaré à des journalistes le général Léon Richard Kassongan, porte-parole de l'armée congolaise. Les opérations ont été lancées à partir de Nialeke, dans la région de Béni, où l'artillerie a pilonné les positions rebelles dans les profondeurs. D'abord, Mamadou Diouf, qu'est-ce qui a finalement décidé le gouvernement congolais de Félix Tshisekedi à lancer ces opérations contre ces groupes armés? Deux choses certainement. La première chose, c'est que c'était une des promesses du président actuel Tshisekedi pendant la campagne électorale. Il n'a pas encore même totalement respecté la promesse puisqu'il avait dit que si on le mettait au pouvoir, c'est carrément l'état-major général de l'armée qu'il va déplacer à Béni. Donc, il est certainement en train de vouloir réaliser cela parce que quand il le disait, certainement, c'est pour mettre fin à la situation de non-droit qui existe dans cet espace. La deuxième raison, c'est que vous avez une zone où il y a de la déstabilisation pratiquement depuis 1990, avec des groupes armés qui sont là, certains même disent une cinquantaine de groupes armés, mais il y a parmi eux 3 groupes qui sont les plus représentatifs. Et à côté de ces 3 groupes, vous l'avez dit tout à l'heure, on parle de groupes armés étrangers, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est dans cette zone qu'entre 1998 et 2003 qu'il y a eu une guerre à la limite entre le Rwanda et l'Ouganda sur le territoire de la RDC. Donc ça fait que quand on dit étranger, c'est également ça. Parfois, ce sont carrément des étrangers. Parfois, ce sont des groupes qui sont composés par des Congolais, mais qui sont pilotés par des forces étrangères. Et c'est cette situation de chaos, certainement, que le président veut résoudre, comme il l'avait dit pendant la campagne. Et ils sont certainement en train d'entamer cela pour remettre de l'ordre dans cette partie est de la RDC. Alors justement, avant le début de ces opérations dites d'envergure, est-ce qu'on peut être sûr que le pouvoir de Tshisekedi a une idée très claire de ces groupes qui opèrent dans quelle partie de Béni avant d'entamer ces opérations? En principe, ils doivent avoir une idée très claire parce que c'est des groupes qui sont là depuis fort longtemps. Il y en a 3 qui sont très bien connus. Celui dont on parle le plus, c'est ADF. Et c'est eux qu'on considère même curieusement comme des islamistes de l'Ouganda. Vous voyez un peu. Ce n'est pas des islamistes du Congo, c'est des islamistes, paraît-il, de l'Ouganda, qui parlent de mettre en place un territoire du monothéisme et des monothéistes, puisque c'est comme ça qu'ils appellent leur mouvement en arabe. À côté d'eux, vous avez les FDRL, qui sont des forces connues depuis fort longtemps, liées au Rwanda. Il s'agit ici des Hutus en particulier. Vous avez également les Red Tabara, qui eux ont des problèmes avec le Burundi, mais qui se trouvent sur le territoire de RDC et qui disent qu'ils veulent destituer le pouvoir au niveau du Burundi. Donc, il y a ces forces qui sont les plus connues. À côté, comme d'habitude, quand il y a des guerres, il y a beaucoup de petits seigneurs de guerre qui occupent un certain nombre d'espaces, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a du bois, il y a des richesses dans ce pays, et les gens sont dans une situation où, à cause de la guerre, ils deviennent des rois, ils deviennent des chefs. Et rien ne leur a permis cela si ce n'est la guerre. Des gens comme ça, vous leur dites qu'il faut qu'on arrête la guerre, ils ne voient aucun intérêt dans l'arrêt de la guerre parce qu'ils se font à la limite leurs biens dans cette guerre-là, malgré tout ce que cette guerre amène comme désastre pour les populations de la zone. Alors on le dit, c'est des groupes qui sont présents dans cette partie de la RDC depuis une vingtaine d'années, donc qui ont des moyens pour survivre et pour mener cette bataille. Est-ce que l'armée congolaise en est consciente? Oui, l'armée congolaise en est consciente, même la MONUSCO en est consciente, puisque la MONUSCO même a installé une base à Béni, puisque le problème ne finissait pas en termes d'affrontement, mais malheureusement, il y a ce problème de mandat.
de la MINUSCO qui pose problème. À chaque fois qu'on leur a demandé d'intervenir, ils disent voilà notre mandat, il y a des zones, il y a des situations dans lesquelles nous ne sommes pas en mesure d'intervenir. Et cette même MINUSCO, à un certain moment, en relation avec l'armée de RDC, avait fait des actions contre les groupes armés. Et ils étaient parvenus à un certain moment à en réduire un certain nombre. Mais l'action n'était pas allée certainement jusqu'au bout. Et cette fois-ci, quand ils parlent d'action d'envergure, peut-être que l'objectif, c'est de faire en sorte qu'après cette action, qu'on ne puisse plus parler de groupes armés au niveau de cette zone, parce que c'est une zone également de forêt. Donc, c'est un espace où, quand on veut aller frapper, revenir, trouver un refuge, c'est plutôt assez facile. Et je me dis que l'État congolais a pris ses responsabilités pour pouvoir en finir. Et pour cela, effectivement, il faut des hommes. Ils ont doublé l'effectif. Il faut du matériel militaire, mais il faut également des moyens. Sur les moyens, ils peuvent compter également sur la MINUSCO, puisque la MINUSCO a dit clairement qu'ils n'ont pas été sollicités. Le gouvernement congolais a dit que c'est une action du gouvernement de l'armée du Congo. Ils n'ont pas sollicité la MINUSCO. Mais la MINUSCO dit qu'ils sont disponibles et s'ils sont sollicités, ils vont aider l'armée. Je me dis que l'État congolais est conscient qu'avec cette opération d'envergure, il peut compter sur un certain nombre d'appuis si il arrivait qu'il y ait des difficultés sur le plan matériel ou bien sur le plan financier. Alors, vous l'avez dit, attaquer Béni, c'est faire face à de grandes forêts dans cette région, mais il n'y a pas que les groupes armés, il y a les populations. Est-ce que l'armée est capable aujourd'hui de séparer, livrer des bonnes graines? Ça va être compliqué parce que dans des espaces de guerre civile, une des plus grosses difficultés se trouve à ce niveau. Puisque ceux qui sont dans la guérilla de façon générale, quand ils ne sont pas dans leur base, ils deviennent des habitants de la zone. Et souvent, ils parlent la langue, ils s'habillent comme les gens de la zone. Et c'est pourquoi souvent, quand il y a une guérilla quelque part, il est extrêmement difficile d'en finir parce que, tout comme avec le terrorisme, on n'est pas en face d'une armée. C'est des gens qui font la guerre pendant un temps, qui font des actes de sabotage, qui font des attaques. Pendant un autre temps, ils redeviennent des populations comme les autres populations en attendant d'être dans une bonne situation pour pouvoir attaquer. Ce qui est sûr, ce problème va se présenter et l'armée de la RDC est censée quand même connaître cette situation. Les populations en difficulté, il y en a déjà là-bas, avec des déplacements. Il ne faut pas qu'on oublie également qu'on est un peu sur la zone également où Ebola sévit depuis un certain temps, avec pratiquement 2000 morts. Et cette insécurité participe à la difficulté pour pouvoir résoudre ce problème de Ebola, qui n'est pas un problème pour la RDC, mais qui est un problème pour le monde entier, parce que personne ne souhaite que ça puisse sortir de cette zone pour aller ailleurs. Est-ce qu'avant d'entamer ces opérations, le gouvernement congolais avait déjà essayé de prendre langue avec au moins les chefs de ces groupes pour les ramener à une table de discussion? Il n'y avait pas eu de discussion, c'est la MINUSCO qui avait à un certain moment essayé de faire ce travail, mais les groupes rebelles avaient plutôt utilisé les armes comme réponse et la MINUSCO avait pris les armes contre ces groupes-là. Et il y avait vraiment des pertes importantes au niveau de ces groupes rebelles à l'époque. C'est pourquoi j'ai dit que la MINUSCO dit ils sont là, ils ne disent rien, on ne les a pas sollicités, mais ils disent ils sont prêts à participer. Le seul problème qui se pose, c'est qu'il y a des étrangers parmi ceux-là. Et quand on leur a posé la question, ils ont dit que eux, leur mandat, ce n'est pas de combattre des forces étrangères. C'est de combattre des Congolais qui sont sur le territoire congolais, qui menacent le pouvoir en place et qui s'en prennent aux populations. C'est qui crée une limite. Alors que tout le monde le sait, il y a des forces qui sont là-bas qui veulent combattre le Rwanda, il y a des forces qui veulent combattre le Burundi, il y a des forces qui sont là-bas qui sont des Ougandais. À un certain moment même, certains avaient dit, est-ce que la solution, ce n'est pas que ces pays se mettent ensemble pour créer une sorte de coalition contre ces rebelles? Mais tout le monde sait que ça ne se fera pas parce qu'il y a un problème de leadership dans cette zone entre les chefs d'État. En plus, quand on parle des soldats ougandais qui sont là-bas, mais c'est les soldats de façon officielle. Ce n'est pas des soldats qui sont en faction par rapport à leur pays. Donc l'Ouganda, le Rwanda, etc. ont également des intérêts sur cet espace en exploitant les biens de la RDC. Mais on sait aussi qu'il y a une semaine, l'armée congolaise avait mené quand même un certain nombre d'opérations
aux côtés de troupes rwandaises, burundaises, ougandaises et tanzaniennes. Est-ce que ça participe de la même opération d'envergure? Ça participe de la même opération. C'est pourquoi la MONUSCO disait on ne peut pas combattre des étrangers. Puisque de plus en plus, tout le monde comprend que le Rwanda en particulier a des forces là-bas qui sont des Rwandais, qui sont des Hutus, dont le but final, c'est la déstabilisation du Rwanda. Donc de façon objective, même s'il y avait eu de la brouille entre Kabila et Tshisekedi, il faut se rappeler les résultats des élections, il avait demandé qu'on suspende en particulier l'intronisation, etc. Mais aujourd'hui, ils sont des alliés de façon objective. La RDC veut en finir avec ces groupes armés. Ce n'est pas le Rwanda qui va pleurer si la RDC parvient à supprimer les FDLR qui veulent remettre en cause le pouvoir du président rwandais. Donc, il a intérêt à s'y mettre. C'est la même chose également avec le président Museveni qui, bon, de plus en plus se met dans une posture moins conflictuelle par rapport à la RDC et même par rapport au Rwanda, puisqu'ils essayent de remettre un peu d'ordre. Dans ce cadre-là, effectivement, ils peuvent agir ensemble. Mais certaines de leurs forces ne suivront pas parce qu'ils sont dans les groupes rebelles et il se trouve de l'argent dans cette situation de groupes rebelles qui fait qu'ils seront prêts à être des factions pour continuer cette exploitation qu'ils font au lieu de répondre à un ordre provenant de leur pays respectif. Aujourd'hui, quelles sont les chances d'un aboutissement heureux de cette opération dont le but, clairement, c'est d'éradiquer ces groupes armés de la zone? Une des chances, c'est qu'après l'élection du président Félix Tshisekedi, il n'a pas continué la relation de tension que l'ancien président Kabila avait avec ses voisins. Parce que souvent, quand on crée cette relation de tension, c'est la zone frontalière qui sert également de repli à ces groupes armés qui peuvent traverser la frontière. Il y a pas longtemps, on a vu poursuivre des gens traverser la frontière pour pouvoir les capturer et ça a failli créer des problèmes au niveau de la région des Grands Lacs. Donc ça, c'est une chance. Il y a un travail diplomatique qu'il fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir, qui tranquillise les pays voisins en leur disant que la RDC ne servira pas de base pour la déstabilisation de ses voisins. On l'a vu également aller en visite dans ces pays. Donc, il y a une possibilité de mettre ensemble ces gouvernements. Et en ce moment, ces groupes rebelles, si on les combat à Béni, ils n'ont pas de repli à travers la frontière parce qu'on ne les laissera pas passer. Il y a plus de chances pour que la RDC puisse en finir avec ces groupes rebelles. L'autre élément favorable, c'est la MONUSCO dont je parlais tout à l'heure, qui dit on ne nous a pas appelés, mais si on nous appelle, sauf s'il faut combattre des forces étrangères, nous sommes prêts à apporter notre soutien à l'armée de la RDC. Quand on met ces deux éléments ensemble, la MONUSCO, c'est des hommes qui sont là-bas depuis on ne sait combien d'années, qui maîtrisent très bien la situation et qui ont certainement un matériel de guerre dont la RDC va pouvoir avoir besoin dans cette situation. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer tout de suite une pause très courte et après l'invité de ce soir.